Bien, bonjour à tous. Donc, reprise pour la semaine de distanciel concernant Montaigne. J'espère que vous avez passé un long week-end intéressant et agréable avec ce magnifique temps que nous avons, encore qu'il ait fait un petit peu fraîchou le jour précédent. Mais enfin, les choses s'améliorent et il s'agit aujourd'hui que nous terminions le bilan sur le travail concernant Montaigne, travail qui donc a été fait par le groupe A ou B, je ne me sais jamais, c'est pas la peine de me le demander. En tout cas, par le deuxième groupe. Pardon, j'ai toujours des problèmes de voix, j'ai tendance à un petit peu tousser, j'en suis désolé. Alors, je viens de réécouter un tout petit peu le début du bilan précédent. J'ai fait quelques fautes de syntaxe, je m'en excuse. Enfin, quelques fautes de syntaxe. Quelques ruptures de construction qui ne sont pas rares lorsqu'on parle à l'oral, mais ça vous prouve que quand on travaille avec peu de notes, ou en tout cas avec pas de phrases écrites, on peut faire des fautes. Ça n'est donc pas lorsque je vous corrige parce que vous faites quelque chose qui mérite la mort, que je vous reprends, mais tout simplement parce que je sais que ça arrive fréquemment, même lorsqu'on est prof, d'autant plus qu'on est en train d'élaborer sa pensée, qu'elle est en train de parfois se reconduire, ou se reproposer, ou se refonder lorsqu'on est en train de parler, et donc évidemment les phrases peuvent elles-mêmes prendre un chemin différent. Ça n'est pas scandaleux, simplement il faut en être conscient, et peut-être corriger, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs à deux reprises dans la vidéo précédente, mais voilà, je m'en excuse. Alors, donc le bilan. Je rappelle très rapidement finalement ce qu'on peut retenir de la vidéo précédente, enfin du moins deux éléments que j'en retiens. D'abord, il s'agit d'un travail que je n'impose pas, c'est-à-dire, j'essaie d'être clair, mon travail sur Montaigne est un travail de lecteur, moi en tant que lecteur, et de prof. C'est-à-dire, moi en tant que lecteur, je constitue, parce que j'ai des connaissances supplémentaires aux vôtres, supérieures et supplémentaires aux vôtres, je constitue donc un savoir que j'estime pouvoir vous transmettre de manière à ce que vous puissiez faire une dissertation. Mais en même temps, il faut que vous compreniez aussi que je suis un lecteur. Ça ne veut pas dire que ma lecture peut être complètement effacée ou mise en cause, mais néanmoins, ça n'est que ma lecture, même si elle est fondée sur un certain nombre de connaissances, et on pourrait très bien aller dans un sens un peu différent du mien, à ceci près que moi je travaille de façon très proche avec le texte, en grande proximité avec le texte, et donc, et surtout, ce qu'il faut retenir, et donc, alors je termine ma phrase, et donc on peut considérer quand même que je suis malgré tout une bonne source de compréhension du texte. Quoi qu'il en soit donc, on peut proposer des choses différentes. Et ce qui importe, c'est donc ce travail sur le texte, ce travail à partir du texte. Tout ce qu'on dit doit être fondé, et ce qu'on dit tant à l'oral pour l'explication, pour l'explication comme pour l'entretien du reste, mais qu'à l'écrit ou pour la dissertation, tout ce qu'on dit doit s'appuyer sur le travail sur le texte. Rien ne doit être hors du texte, d'une part, c'est-à-dire rien ne doit avoir été évoqué qui n'ait pas un lien avec le texte, donc je peux évidemment m'appuyer sur d'autres écrits, par exemple sur Machiavel, pour regarder le texte de Montaigne, mais il faut que ce soit un outil qui ait été appelé par le texte lui-même. Rien d'extérieur au texte, évidemment, je ne parle pas ici du contexte historique direct qui concerne le texte lui-même, par exemple les guerres de religion, dont on sait qu'elles ont une influence considérable sur l'écriture de Montaigne dans ces deux chapitres qui vous sont proposés. Mais quoi qu'il en soit donc, tout ce qui est extérieur au texte reste extérieur au texte. Quoi qu'il en soit pour la dissertation, donc, la dissertation, elle, a ce site particulier de caractéristiques qu'elle elle interroge à la fois sur le texte, l'œuvre, et sur son contexte. Et donc, évidemment, on est obligé, là, pour le coup, de donner beaucoup plus de place à la fois au contexte et à l'inscription de l'œuvre dans ce contexte. Donc, là, pour le coup, il y a un petit peu plus d'éléments qui ne sont pas intitulés des coches ou des cannibales, mais qui, évidemment, sont en lien avec la question posée à Montaigne dans le sujet qui vous sera proposé.
Le travail donc se fait sur le texte avec donc l'idée d'un principe philologique, c'est-à-dire un principe, une méthode qui s'appuie sur la lecture directe du texte et sur l'analyse de cette lecture, sur des éléments précis. Et il s'agit aussi de s'interroger sur le sens de l'œuvre et donc que je ne vous fasse pas croire, c'est le sens de mon propos ici, que ce sens est évident, que ce sens est préconstruit ou que ce sens vous ferait entrer dans une polémique avec ceux qui n'auraient pas compris. L'objectif de Montaigne, et d'ailleurs l'objectif des études littéraires en général, mais l'objectif de Montaigne n'est certainement pas d'opposer les esprits de manière infructueuse, bien au contraire, même si il y a un élément qui vous a perturbé et qui va vous perturber, qui vous a perturbé particulièrement d'ailleurs sur Descoches, qui vous avait déjà perturbé un petit peu sur le premier, c'est l'expression d'une forme d'incertitude. Et en effet, Montaigne insiste dans l'un des premiers chapitres du livre 1 sur le fait que le monde est une branloire pérenne, autrement dit le monde est en mouvement constant, rien n'est sûr, c'est le fameux scepticisme de Montaigne, et c'est ce qui fait aussi à la fois qu'il évoque un argument pro et un argument contra, deux arguments qui semblent être en opposition l'un avec l'autre et qui pourtant finissent par s'associer ou du moins se compléter pour créer quelque chose de nouveau, une réflexion nouvelle. Donc il ne faut pas être effrayé des contradictions apparentes du texte. Et c'est la raison pour laquelle aussi la lecture et l'interprétation de ces essais n'est pas forcément évidente. On le voit bien lorsque j'ai abordé dans la précédente vidéo la question de l'anticolonialisme putatif supposé de Montaigne, que personnellement je crois être une mauvaise interprétation et que j'essaie d'ailleurs de prouver. Cette position, j'essaie de la prouver. Je le crois parce que précisément Montaigne continue à dire que notre civilisation chrétienne d'origine gréco-romaine, lorsqu'elle n'est pas mal défendue par des assassins qui traversent l'Atlantique pour venir chercher de l'or, notre civilisation est sans doute à ses yeux l'amélioration que les groupes humains puissent trouver, et c'est ce qu'il essaie de dire dans ce deuxième chapitre Descoches. C'est ce qu'il essaye de nous prouver précisément par sa déception immense. C'est une attaque virulente contre les agissements et contre les crimes qu'on n'appelle pas encore contre l'humanité, mais qui le sont de toute évidence, qui ont été commis sur le territoire de l'Amérique du Sud par les forces européennes, et particulièrement espagnoles et portugaises. Et donc, c'est cette immense déception, cette occasion ratée, et la question que j'ai posée au deuxième groupe, l'Occident aurait-il raté le coche? J'ai été surpris de ne pas trouver cette expression ailleurs, mais je crois qu'elle est vraiment fort présente dans le chapitre en question. C'est donc cette déception qu'il théorise, qu'il met par écrit dans ce chapitre, et qui est le centre de notre réflexion. Alors, donc j'ai fait un bilan un petit peu long, un petit peu répétitif, pas toujours très efficace, mais enfin, j'essaie de faire les choses d'une manière non figée. Mais ce qu'il faut donc retenir, c'est ce principe philologique d'une part, et ne pas être inquiet que les choses, parfois, soient un petit peu incertaines, que le texte nous fasse finalement entrer dans une forme de scepticisme, parce que précisément c'est une bonne chose. Et donc il faudra retenir cette idée-là. Ça ne veut pas dire que pour la dissertation vous devez devenir
approximatif, incertain et imprécis. Au contraire, il ne faut pas être incertain, imprécis dans une dissertation, sauf lorsqu'on propose des éléments dont on n'est pas tout à fait sûr, ou du moins dont personne n'est tout à fait sûr. Mais enfin, il y a quand même des éléments qui sont précis, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il faut entrer dans le texte par sa lecture, et dans une lecture très précise, parce que justement ça évite d'être imprécis et de lancer le texte dans des choses qu'il ne peut pas dire. Alors je voulais commencer par un point d'étymologie concernant le fameux dictionnaire historique de la langue française dont je parle régulièrement d'Alain Ray, parce que j'avais dit une chose que je n'ai pas prouvée par un élément précis à savoir que le mot colonisation n'existait pas à l'époque de Montaigne, et je le confirme, et l'article colon, donc de colon, colonie, colonisé, ainsi de suite, dans le dictionnaire historique de la langue française, qui se trouve à la page 805, donc du tome 1, nous propose des éléments intéressants, que je vous proposerai d'ailleurs par un scannage de l'article en question. C'est un emprunt, alors le mot colon donc est emprunté au latin colonus, cultivateur, métayer, fermier, dérivé du verbe colérer, qui signifie cultiver, qu'on trouve aussi dans culture d'ailleurs, et le colon c'est d'abord un fermier qui s'établit sur des terres occupées par Rome. Et le mot colonie est un emprunt du XIVe siècle en français au dérivé latin colonia, qui signifie propriété rurale, mais qui signifie aussi établissement de Romains dans une région contrôlée par Rome. Donc il s'agit bien ici d'une installation par le biais d'une culture, vivrière en l'occurrence ici, et l'idée de groupe de population liée à ce dernier sens va se développer à partir de ce premier sens au XIVe siècle. Le colonie est introduit en français pour désigner un territoire dominé et administré par un pouvoir étranger, sens qui est précisé au XVIIe siècle. Donc on voit bien que le mot colon existe, mais dans un sens absolument pas péjoratif d'ailleurs, ni dans l'idée d'une occupation par un pouvoir étranger, idée qui commence à s'installer au XVIIe siècle, en l'occurrence en 1635. Le mot s'applique à la fois à l'Antiquité par calque du latin et au temps moderne, à partir de cette période-là. Quant au mot colonisation, qui a été donc produit à partir du verbe coloniser, lequel est la traduction de l'anglais to colonize, qui existe depuis 1622, le mot colonisation donc, qui a été produit à partir de ce verbe anglais et importé en français ne l'a été qu'à partir de 1769, donc très tardif, de même que le verbe coloniser, elle l'a été en 1790. Et ce qui est intéressant pour la lecture de Diderot en revanche, parce que Diderot, qui lui écrit le supplément au voyage de Bougainville en 1774, enfin qu'il l'écrit et qu'il publie d'ailleurs en 1774, lui écrit dans un cadre culturel et historique qui commence à intégrer l'idée de coloniser dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, et donc dans le sens, autrement dit, des empires coloniaux qui sont en train d'être constitués par les grandes puissances européennes. Et donc, il ne faut pas se tromper sur la façon de penser Montaigne. La notion de colonisation n'existe pas dans la pensée européenne avant le XVIIe siècle. Encore est-ce d'ailleurs un sens finalement relativement restreint, puisque colonie, donc, qui a été introduit en France au XIVe siècle, va commencer à avoir pour sens un territoire dominé et administré par un pouvoir étranger uniquement à partir du XVIIe siècle. Bon, quoi qu'il en soit, dans Décoche, de toute évidence, il y a quand même un bilan de cette occupation du territoire américain, et qui est un bilan extrêmement négatif,
le décompte des faits et gestes des Espagnols sur ce territoire est de toute évidence négatif et à leur dépens. Et le travail que nous avons fait donc sur ce deuxième chapitre est parti d'un bilan des cannibales, bilan que j'ai écrit, que j'ai mis sur Pronote, qui fait apparaître 5 points importants, donc les utopies du regard, j'en avais parlé dans la conclusion de la vidéo précédente, l'expression de la comparaison, la redéfinition en cours par barre sauvage, jalousie, cannibale, qui sont les 4 éléments qui sont redéfinis dans le chapitre précédent, l'utilisation de scènes énonciatives, c'est-à-dire en dehors du fait que le locuteur lui parle et qu'il expose son énonciation à partir du moment où il parle, en écrivant, il intègre lui-même d'autres énonciations, celles des Européens, donc la pensée des Européens, je ne vois rien de barbare en cette nation, par exemple, celle des Indiens, avec la scène finale des Indiens qui donnent leur avis sur la société dans laquelle ils ont voyagé, au sujet donc des échanges entre guillemets avec les Européens, et ces scènes énonciatives sont importantes précisément puisqu'il s'agit de comprendre les stratégies de l'auteur, donnant la parole à certains, à d'autres, et puis parfois la prenant lui-même, et il faut en tenir compte. Ça a d'ailleurs été utilisé par les élèves qui ont fait l'analyse de l'explication numéro 1. Et on en parlera puisque précisément le texte avec les Indiens qui interviennent va être aussi étudié en explication de texte. Enfin, le 5e point, des cannibales et la réflexion morale, on pourrait évidemment l'appliquer là cette fois-ci à des coches avec un autre monde, d'autres mœurs. Donc là cette fois-ci la dimension ethnographique des 2 chapitres est particulièrement évidente. Dans le premier, un petit peu différente. Dans le deuxième, mais malgré tout, il y a bien une comparaison avec les mœurs guerrières, particulièrement des Indiens Tupinamba. Et il s'agit donc de comprendre comment les Européens peuvent recevoir des leçons du lointain, pour reprendre l'expression d'un critique concernant plutôt le passage du XVIIe au XVIIIe siècle, mais qui pourrait être aussi appliqué à Montaigne, leçon du lointain donc, à la fois de la part de Rome et d'Athènes d'un côté, mais aussi de la part des Tupinamba, des Indiens d'Amérique, de l'autre. L'éloge de l'autre donc, qui permet de constituer, c'est le deuxième point de cette réflexion morale, la notion de bon sauvage, parce qu'il ne faudrait pas accorder un trop grand crédit à la façon dont Montaigne parle de cet Indien de Tupinamba. Évidemment, l'intention ethnographique qu'on voit dans le premier chapitre n'est pas une intention, est une intention, mais reste une intention, puisqu'il n'a pas une image si précise que ça du peuple qu'il est en train de décrire, encore que Jean Léry, sur lequel il s'appuie entre autres, avait quand même fait une œuvre relativement objective, mais enfin, est-ce qu'on peut être véritablement objectif? C'est une question que reposera Lévi-Strauss au XXe siècle, qui s'appuiera aussi sur Montaigne et Jean Léry, donc pour retrouver ce prétendu bon sauvage qui est en fait une construction intellectuelle plutôt qu'autre chose. Je reparlerai avec un deuxième sujet de dissertation à partir de celui que j'évoquerai très rapidement. Enfin, le doute et le pessimisme, on sait combien ce doute et le pessimisme, là, dans Descoches, est particulièrement important, mais le doute est important aussi chez Montaigne. On sait que le doute est à l'origine de la réflexion scientifique, et de la réflexion philosophique aussi d'ailleurs, et que tant dans des cannibales que dans Descoches, mais particulièrement dans Descoches d'ailleurs, l'entrée en matière se fait par le biais du doute, doute sur notre construction de connaissances, doute sur notre recherche des causes d'un phénomène, et doute sur le fait que le même phénomène, apparemment, en tout cas, apparemment le même, peut donner lieu à une réflexion sur des causes totalement différentes et sur des conséquences aussi d'ailleurs totalement différentes, et d'où l'idée de ce monde qui est une branloire pérenne, un monde tout le temps en mouvement, dans lequel absolument rien n'est certain, et où nous sommes bien en difficulté pour construire du savoir. Donc voilà le bilan que je viens de rappeler à partir de la lecture du premier chapitre, mais on voit bien que le premier chapitre
nous permet effectivement d'entrer d'une manière précise dans le deuxième. Donc ce que j'ai demandé aux élèves, je vais y passer rapidement, c'est d'abord d'appliquer ce bilan à la lecture qu'ils avaient faite globale du chapitre tout entier des coches, puis de rechercher les passages pour lesquels d'ailleurs ils m'ont posé des questions au sujet desquels ils avaient des difficultés de lecture, et enfin de comprendre la dynamique du texte et de répondre à la question « Une occasion manquée ?» point d'interrogation. L'Occident a-t-il raté le coche au sujet donc des Indiens d'Amérique? C'est la question donc, qui se pose en effet, puisque c'est l'évocation précisément d'un passage qui va être étudié en explication de texte, qui commence à la fameuse ligne 436 donc, de notre édition. Notre monde vient d'en découvrir un autre. Et c'est au cours précisément de ce passage que Montaigne évoque l'idée que nous aurions raté une bonne occasion de construire un monde solidaire. Je crains bien toutefois que nous ayons très fort hâté le dépérissement et la ruine de ce dernier venu pour être entrés en communication avec lui, et que nous lui fassions payer cher nos idées et nos actes. C'est à partir de la ligne 450. Donc nous avons raté le coche, c'est ce que semble ici dire Montaigne, d'autant plus qu'il réfléchit à partir des coches. Donc voilà les trois activités que je leur ai proposées. Bilan d'une part, dynamique du texte d'autre part avec des remarques sur la lecture, et enfin, et notamment sur l'ordre et la composition de ce chapitre, qui sont un petit peu particulières, un petit peu difficiles parfois, et il y aura des éléments supplémentaires, et il y a des éléments que j'ai mis d'ailleurs sur Pronote déjà, concernant la construction de cette œuvre. Les problèmes de lecture, alors j'y arrive rapidement parce que les élèves sont en train de faire leur bilan de travail en groupe, ont porté particulièrement sur la composition du passage. En effet, et ce n'est pas rare, puisque précisément ça a été posé à d'autres critiques, très très longtemps, on a cru que ce passage était mal construit. Or, Montaigne ne construit rien au hasard. Très longtemps donc, on a pensé que ce chapitre était illisible, ou du moins qu'on ne comprenait pas le sens de ce titre par rapport à ce qu'il y avait dans le chapitre en question. Et les élèves donc rencontrent une difficulté qui d'ailleurs semble avoir été rencontrée aussi par les élaborateurs de l'édition, que finalement je ne trouve pas très bonne de ce point de vue-là, et d'autres points de vue, mais de ce point de vue particulièrement. Difficulté donc qui a été rencontrée par les deux éditeurs ou l'éditeur plutôt de cette formule scolaire. Dans la synthèse qui se trouve page 67, les 436 premières lignes de l'essai sont résumées en 5 lignes. Et 5 lignes qui sont un chapeau introducteur. La véritable synthèse, je vous le montre ici, c'est celle que vous avez dans votre édition. La véritable synthèse commence à la ligne 436. Alors, c'est un défaut, c'est précisément le défaut que j'évoquais dans la vidéo précédente, lorsque je dis qu'il faut lire le texte tel qu'il est. Évidemment, si on enlève, si on échenille, comme on disait en édition, une grande moitié du texte, ça n'est plus le même texte, tout simplement. Et ça pose un problème parce qu'on ne comprend plus pourquoi Montaigne pose la question des coches. Qu'est-ce que ça lui donne comme occasion? Et c'est précisément cette question-là que j'ai posée aux élèves au départ. Il s'agit de ne pas castrer le texte, de lui faire dire exactement ce qu'il veut dire au départ, quitte à être un peu en difficulté, parce que précisément cette difficulté est exactement ce que recherche Montaigne. Il cherche à nous sortir de nos évidences, à nous faire sortir de notre préjugé européen, de notre préconstruit logique aussi, et il le fait par le biais que j'ai essayé d'expliquer, mais c'est complexe parce que le texte est quand même relativement élaboré, par le biais de la progression thématique. Je réexplique ce que c'est la progression thématique très rapidement. Toute phrase véhicule de l'information sous la forme d'un thème d'un côté et d'un propos
de l'autre. C'est-à-dire le thème, ce serait le sujet, le propos, c'est le reste de la phrase. Ton frère est arrivé en retard. Ton frère, c'est le thème, puisque les deux personnes qui parlent savent de quoi il est question, c'est donc le point de départ de l'information, est arrivé en retard, c'est le propos que je construis à partir de ce thème. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, lorsque nous faisons se succéder les phrases dans un texte, nous pouvons donc regarder comment se succèdent les thèmes, comment se succèdent les propos, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle la progression thématique. La première progression thématique, celle que nous connaissons le plus, c'est la progression à thème constant, lorsque nous parlons tout le temps de la même chose, ou du moins fréquemment de la même chose. Donc le personnage s'avança, il ouvrit la porte, il fit telle chose, et ainsi de suite. Donc là, j'ai un groupe nominal qui est repris par un pronom de reprise, donc pronom personnel de la troisième personne, et ce il est répété, ça fait une progression à thème constant. Et pour chacun des propos, il peut y avoir un élément différent. Propos 1, propos 2, propos 3, propos 4 au sujet du même thème. Donc je construis en gros une enfilade de propos à partir du même thème. Deuxième possibilité, c'est la progression à thème dérivé. Assez proche de la première, mais différente dans la mesure où c'est un thème dérivé et non plus un thème identique. Il s'agit d'un thème initial qui serait l'hyperthème en gros, comme pour une description, par exemple Paris, la ville de Paris. Puis pour décrire Paris, je vais parler de chacun des quartiers, de ses grands monuments, la Tour Eiffel, ainsi de suite, de ses habitants, ainsi de suite. Donc je vais entrer dans l'hyperthème par le biais de sous-thèmes qui vont le construire au fur et à mesure. Ça, c'est la progression à thème dérivé, très utilisée dans la description, comme je viens de le dire, mais qu'on peut aussi trouver dans l'argumentation. Enfin, troisième type, un peu moins fréquent, mais qui est, je trouve, celui qui nous intéresse le plus ici, il n'est pas le seul d'ailleurs à apparaître, parce qu'on voit aussi à l'intérieur de cette progression des sous-progressions à thème constant, c'est la progression à thème linéaire. À la différence des autres, ça n'est pas le même thème qui apparaît. C'est un thème nouveau à chaque fois, mais ce thème nouveau est construit à partir du propos précédent. Par exemple, dans la phrase 1, j'aurai thème 1, propos 1, le propos 1 devenant le thème 2. Par exemple, Montaigne évoque dans un premier temps les causes que nous trouvons à chacun des phénomènes que nous multiplions. Pour un même phénomène, nous multiplions des causes. Et ces causes vont devenir le thème suivant, puisque précisément, il va chercher un phénomène qui illustre précisément, le mal de mer, l'une des causes à partir desquelles on construit des choses différentes. De même, ce mal de mer va donner lieu à une réflexion sur les coches, c'est-à-dire sur les bateaux. Lesquelles coches vont donner lieu, et ainsi de suite, à partir de la ligne 96, dans laquelle il reprend d'ailleurs le thème complet, une réflexion sur la guerre, laquelle va donner lieu à une réflexion, ainsi de suite. Donc il y a une enfilade de propos, mais qui ne sont pas des propos sur un même thème. Le thème change à chaque fois. Il y a une enfilade plutôt de thèmes qui sont déclenchés par le propos précédent. Voilà, je dis les choses plus précisément. Donc ça n'est plus un thème constant, c'est un propos qui en appelle un autre. Avec la fameuse, j'ai donné aux élèves d'ailleurs cette idée-là, la fameuse idée de la comptine chapeau de paille, ainsi de suite, paillasson, j'en passe les meilleurs, construite de cette façon-là. Et évidemment, c'est perturbant parce que nous avons l'habitude de fonctionner plutôt à thème constant. Or ici, le thème n'est jamais le même. Et si bien que les élèves qui avaient l'habitude de fonctionner comme ça ont l'impression qu'il n'y a pas de thème, qu'il n'y a pas le même thème. Alors quand même, il y a un thème qui évoque des choses qui y sont liées par substitution, et ce thème donne lieu à une réflexion qui fonctionne d'une certaine manière comment on appelle ça, en ramification, en carte mentale dans le texte, puisque tout est lié. En réalité, cette apparence seulement de désordre construit un parallèle parfait, puisque je vous mettrai mes notes concernant la structuration du chapitre ensuite,
à une introduction épistémologique, comme dans le premier chapitre, concernant la construction d'un savoir à partir d'une multiplicité de causes. Cette introduction ensuite donne lieu à une réflexion sur le mal de mer, qui permet à Montaigne en réalité de s'opposer à une hypothèse de Plutarque. Je rappelle que Plutarque était aussi le premier évoqué dans le chapitre précédent. Cette réflexion donne lieu ensuite, qui permet d'ailleurs de réfléchir sur le pyrrhonisme, puisque ce mal de mer et cet épisode en bateau est en fait une allusion à la vie de Pyrrhon. Je l'ai mis dans mes notes, qui est donc un sceptique. Et donc cette réflexion sur la peur et le mal de mer donne lieu ensuite à une réflexion chez nous au sujet des divers modes d'emploi des coches, à la ligne 118. Et chacun des éléments, les coches à la guerre, les rois fainéants, autrement dit le déplacement du souverain, la magnificence dans la décoration de ces coches, et la question de l'argent, de la libéralité, puis la question de la justice politique, tous ces éléments vont être abordés, donc qui vont de la ligne 96 à la ligne 435, partie qui concerne en l'occurrence ici les Européens, nous, chez nous donc. Tous ces éléments vont être réabordés dans la partie suivante, qui va de la ligne 436 à la ligne 738, avant une petite conclusion, à la ligne 762, pardon, et 761, je vais y arriver. Toute cette partie, cette fois-ci, évoque à partir de la ligne 436, notre monde vient d'en découvrir un autre, qui déclenche cette fois-ci le passage dans l'autre partie du monde, et tous ces éléments qui avaient été abordés dans la partie C vont être réabordés, mais cette fois-ci positivement, au sujet des Indiens, du Pérou, du Mexique, et donc des Américains. Donc on voit en réalité que le chapitre est parfaitement construit, simplement la stratégie de Montaigne dépasse une stratégie à thème constant, mais une stratégie à thème linéaire, ce qui fait que nous sortons de notre habitude logique, et en sortant de notre habitude logique, nous sommes remués précisément, et nous sortons aussi de nos préjugés, ça nous oblige à utiliser un peu plus notre raison. Et c'est une progression finalement qui est très construite, fondée sur des relations logiques implicites, mais qui reste parfaitement pensée. Je renvoie d'ailleurs à une lecture que je vous mettrai sur Pronote sous la forme d'un scan sur un article de Jean Starobinski, Peut-on définir l'essai, qui parle notamment de l'allure de Montaigne dans ses essais, et de ces jeux de Montaigne sur des allures ou des stratégies nouvelles en matière argumentative. Évidemment, la confrontation reste de mise, on le voit bien parce que je viens de l'exposer, confrontation donc de deux situations politico-ethniques, celle de l'Europe et celle de l'Amérique, avec une comparaison. Là, pour le coup, ça confirme exactement ce qui était dans le bilan dont j'ai parlé en début de vidéo. Utilisation aussi de la vision et de l'hypotypose dans cette deuxième portion de l'œuvre qui nous est proposée à l'étude. Le regard est un élément essentiel, et l'émerveillement au sujet de ce regard, et la traduction de cet émerveillement par le biais du texte, qui lui nous donne l'impression d'avoir l'image sous les yeux, c'est la définition donc de l'hypotypose. Enfin, une remise en cause, une réflexion sur les fondements de la civilisation, et donc la réflexion morale qui était initiée, lancée par des cannibales, est confirmée ici. Rappelons tout de même que le livre 3 des essais a été écrit postérieurement, évidemment, après donc l'édition du livre 1, aux alentours de 1580, et donc est repris d'ailleurs de très nombreuses fois par la suite, mais je veux dire le début de la rédaction est postérieur, évidemment, et donc il y a aussi une étape 2 de la réflexion sur l'occasion proposée, occasion manquée donc, qui est importante ici. Nous retrouvons un élément que je n'ai pas mis d'ailleurs, mais qui est implicite dans ce que je disais sur la réflexion morale, c'est la question de la réflexion politique.
On en a parlé dans Mémoire d'Adrien. Vous pouvez très bien utiliser ce que j'ai dit au sujet du Miroir du Prince, qui n'est pas une œuvre de Machiavel, mais dans le genre duquel on peut inclure le Prince de Machiavel. Donc l'œuvre de Machiavel, c'est Le Prince, et cette œuvre, Le Prince, qui date du début du XVIe siècle, je ne me souviens plus de la date, je crois que c'est 1516, mais il faudra que vous vérifiez, vous savez très bien que je n'arrive pas à mémoriser les dates, en tout cas pas précisément. Eh bien, cette œuvre fait partie d'un genre qui est très florissant depuis le milieu du Moyen-Âge au moins, qui est le Miroir du Prince, c'est-à-dire une œuvre écrite par un conseiller qui est à la fois philosophique et morale, dans laquelle le conseiller donne des conseils politiques et moraux au futur souverain. C'est en général un souverain assez jeune, soit qui est déjà en poste, entre guillemets, soit qui est déjà souverain, soit qui a déjà succédé à son père, soit un souverain ou à sa mère, soit un souverain qui n'est pas encore roi, mais qui est appelé à l'être. Et donc, évidemment, dans Descoches, la leçon politique est particulièrement évidente. C'est d'ailleurs ce que dit Étiamble, un René Étiamble, dont je parle dans mes notes, en troisième page, article de René Étiamble qui date de 1962. René Étiamble, qui à la suite d'un cours d'agrégation sur Montaigne, insiste sur l'importance de l'ordre et de la composition pour l'intelligence des grands textes du livre 3, et particulièrement sur celui Descoches, dont il parle dans l'article que je vous mettrai, qui est tout à fait lisible, y compris pour des élèves de première, et qui est un article absolument essentiel pour en comprendre la composition dans le temps. Et la composition un petit peu particulière en effet, et pour arrêter de dire que ce texte n'est pas construit. Un dernier élément que j'ai évoqué au sujet de la lecture de Descoches, parce qu'il me paraît important, c'est la question de la vérité historique. En effet, Montaigne construit son propos à partir de la lecture de Lopez de Gomara, en grande partie, et c'est une vision très sombre. Alors, il y a de quoi faire par rapport à ce qu'ont fait les Espagnols et les Portugais sur les territoires américains, mais néanmoins, il y a un débat dans la communauté hispanique, et particulièrement chez les Espagnols, concernant une légende noire, autrement dit, est-ce qu'il y aurait une description excessive des mauvais traitements et du prétendu génocide sur les Indiens d'Amérique. C'est une question qui reste ouverte, même si tout de même les historiens considèrent qu'il y a eu une volonté d'éradication. Pour ce qui est des mauvais traitements, c'est tout à fait manifeste. Mais pourquoi je pose la question ? Parce que pour ce qui concerne le XVIIIe siècle, et la question de la colonisation là, qui se pose véritablement, et de l'abolition de l'esclavage à laquelle on va finir par arriver, en France comme dans le reste de l'Europe, par la suite, au XVIIIe siècle se pose la question des mauvais traitements aussi. Alors ça va se poser au XXe siècle, sous la plume d'André Gide par exemple, dans son voyage au Tchad, mais au XVIIIe siècle, on considère malgré tout que, même s'il ne faut pas considérer, c'est ce que dit Voltaire, et je le confirme parce que c'est dans l'essai sur les mœurs, même s'il ne parvient pas à considérer les Africains, les habitants du continent africain comme des humains, pas comme des humains évolués au sens civilisationnel de l'Europe par exemple, autrement dit, même s'il a une vision très racialisée, très blanche du monde, Voltaire considère que les mauvais traitements sont indignes des colonisateurs et qu'il faut faire cesser ces mauvais traitements. Et donc, il y a une vision sombre aussi qui se développe de plus en plus, et on voit bien que dès Montaigne, cette vision s'impose, une vision sombre qui est pessimiste, qui va aller jusqu'à la demande du divorce entre les civilisations, un divorce par exemple qu'on lit très clairement chez Lévi-Strauss, et qu'on lit aussi chez d'autres auteurs. J'ai perdu le nom de l'auteur qui parlait de la diversité et respecter la diversité mondiale et ne pas communiquer du tout. Donc ce divorce qui va être une option intellectuelle qui va être proposée au XXe siècle.
et qui est d'ailleurs déjà proposé par Diderot dans le supplément Voyage de Bougainville, Diderot qui était sans doute à l'origine d'ailleurs de cette pensée du divorce entre les civilisations, à partir de ce qu'il a lu de Montaigne. Donc on voit bien ici combien Montaigne permet aussi de penser la question de la colonisation, du colonialisme et la question de la civilisation. Qu'est-ce qu'une civilisation? La civilisation est-elle transportable? Est-ce que cette prétendue civilisation et cette prétendue supériorité se font au mépris d'autres groupes humains? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser notre occupation du territoire mondial? Et c'est une question évidemment dans laquelle nous sommes en plein pour le coup, puisque la question environnementale particulièrement, mais aussi la question du racisme et la question de l'hégémonie masculine se pose derrière ces questions-là. Et ce sont des questions dont on sait qu'elles sont particulièrement importantes aujourd'hui. Donc, derrière des coches et derrière le bilan qui a été fait par les élèves, et je vous enverrai un certain nombre de ces bilans, il y a donc une entrée dans le texte en acceptant d'être ému, en acceptant d'être bousculé par ce texte et en acceptant de lui faire dire un certain nombre de choses qu'il dit et pas autre chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, il me semble, hein, c'est un petit peu long, mais j'ai essayé quand même de tenir compte de tout ce qui a été fait sur ce passage. Si vous avez des questions, vous me les mettez soit sur Pronote, soit sur YouTube, et je vais clore l'étude comme ça. Voilà, merci.